Vendredi 14 octobre 2022. Bonjour, bon réveil. Vous regardez CCTV. C'est Cosco sur dans les numéros. On va revenir sur le point saillant d'actualité ce matin. C'est d'abord triste nouvelle qui nous est arrivée depuis hier, la disparition ici à Kinshasa de ces grands saxophonistes congolais, Verkis Kiamwangana Mateta dit VV. Il nous a quittés hier. Grand mécène de la musique congolaise. On va peut-être revenir sur les parcours de ces grands hommes. Des témoignages réussis à gauche ou à droite laissent à penser qu'il fut quand même un grand diviseur commun, que ce soit en ce qui concerne les orchestres, tout comme en ce qui concerne les musiciens. Qui était réellement cet homme qui a été excommunié par l'Église catholique? Il en est mort, hein? Il était excommunié par l'Église catholique. Souvenez-vous, de Jésus Beledou m'a rappelé la chanson hier, Nakomi Tunaka, Nzambi Nakomi Tunaka, le Poso Moindo et Utande Wapi. Hommage à cet illustre dispari, Verkis Kiamwangana, que Kinkester appelait autrement Wazolanzimbo, c'est-à-dire il aimait beaucoup l'argent. En tout cas, ces projets sordides qui se chuchotent dans le couloir du palais du peuple, plus précisément à la chambre basse, vous ne le savez peut-être pas, le gouvernement prépare un projet de loi portant amnistie des faits de guerre, des faits insurrectionnels. C'est à retrouver dans le point 16 de l'actuel projet de calendrier à l'Assemblée nationale, projet qui a été déjà adopté. Question ce matin. Qui en seront les bénéficiaires et quelle est l'opportunité de ces projets portant amnistie pour faire des guerres, faits insurrectionnels, faits infractionnels? Quelle est l'opportunité de ces projets? Vous le savez, c'est vrai que c'est une matière purement sensible aujourd'hui. Parler amnistie, c'est peut-être penser à tous ceux-là qui ont pris les armes contre la mère patrie. Mais vous le savez aussi, il y a eu une résolution de l'Assemblée nationale interdisant toute amnistie à tous ceux-là qui ont pris les armes contre la République. Alors aujourd'hui, qui sont ceux qui ont pris les armes? Ce sont les groupes armés, que ce soit nationaux, qui sont en pourparlers ou qui étaient en pourparlers avec Kinshasa, avec cette histoire de l'EAC au niveau de Nairobi. Qui sont ceux qui prétendent être congolais et qui ont pris les armes contre la mère patrie? C'est les M23. Mais aujourd'hui, c'est M23. Ils sont qualifiés comme des groupes terroristes. Est-ce que doit-on renégocier avec eux pour qu'ils bénéficient indirectement ou par quel superfuge de cette amnistie? Ça va se passer vraiment comment? Est-ce que ça ne sera pas une énième infiltration au sein de l'armée? C'est des questionnements. La matière est très sensible. On a tenté d'appeler les députés. Certains disent oui, certains ne veulent pas. D'autres encore ne veulent pas donner de commentaires. On en parle tout à l'heure dans cette émission. Christian Chiwewe, le nouveau CFMJ des Forces armées de la République démocratique du Congo, prise de fonction. On parle de prise d'armes hier. Il a prêté serment. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lui a remis l'étendard, les drapeaux national. Après la nomination le 3 octobre, hier, c'était place à la prise de fonction officielle. On l'attend à l'œuvre. Premier mouvement, c'est décanter la situation de Bunagana. Il nous a quittés sur ce plateau pendant au moins 2 mois. Il fait son grand retour avec un show sur ce plateau. Charles Ken Kankou, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Serge Kaongo. J'aimerais vous féliciter et vous dire tous mes remerciements. Je vous ai suivi à partir de Lualaba quand vous avez été pour palper du doigt les vraies réalités de cette province. Et non simplement dans la ville de Kolosi, mais aussi dans d'autres contrées qui constituent cette province. Absolument, merci beaucoup pour les félicitations. Nous avons été dans une mission au Lualaba avec un groupe de journalistes de Kinshasa, mais aussi des journalistes venus de Lubumbashi. C'était pour se rendre compte finalement de ce qui se passe sur terrain, une véritable enquête journalistique. Vous savez, Lualaba aujourd'hui est une province qui attire les regards, non seulement des Congolais, mais du monde entier, parce que cette province qui est la capitale mondiale du Cobalt, qui apporte beaucoup aujourd'hui à tout ce que l'on voit comme augmentation des recettes au niveau national. On parle déjà
d'un budget 2023 de 15 milliards, 14 milliards de dollars, il y a une grande partie de ces restes qui viendront, bien entendu, des miniers. Vous avez parlé avec la population de Lualaba. Alors, nous étions sur place pour voir si effectivement, depuis que Madame Fifi Masuka est à la tête de cette province, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Quelles sont les actions qui sont menées en faveur de la population? Est-ce que tout ce que l'on entendait à partir de Kinshasa était vrai ou faux? Mais je peux vous dire, en définitive, Serge Kabongo, que personnellement, c'est la première fois que j'ai mis pied à Kolwezi, précisément pas au Katanga, à Kolwezi, lorsque j'ai posé des questions à la population, aux membres de la société civile, aux opposants, parce que c'est ça le journalisme, c'est ça la véritable enquête. Poser des questions, avoir une curiosité, je dirais même maladive, de poser des questions aux gens qui peuvent émettre un son contraire. Et c'est ceux-là qui peuvent peut-être nous dire la vérité, bien que certaines personnes peuvent, pour des intérêts inavoués, tenir d'autres discours. Mais on a posé des questions, notamment à la société civile, aux opposants. Ils ont dit quoi? Ils nous disent exactement, depuis que Fifi Masuka est à la tête de la province, comment ça marche. En tout cas, à 90%, tout le monde était d'accord qu'il y a un vent nouveau qui souffle à la tête de cette province, avec ses leadership incarné par cette femme. En 18 mois, plus de 90 km de route, à Lualaba, lorsque vous arrivez à Kolwezi, même dans des quartiers pauvres, on voit des chantiers lancés là-bas, le désenclavement incroyable des quartiers pauvres. On est en train de goudronner. Merci. On a vu des écoles poussées à sortir du sol. On voit des centres de santé, des commissariats, des ponts dans les territoires à Kolwezi, dans les territoires de Muchacha, les ponts Loudi, les ponts Lufupa, à Fungourne. Merci. En tout cas, ça a été incroyable. En définitive, d'entendre que c'est en 18 mois que tout cela a été réalisé. En définitive, c'est en 18 mois, vous évaluez à 90% ce que a été l'action. Malheureusement, peut-être, vous n'avez pas posé la question à la population si elle s'attend aussi au retour de Richard Mouyej-Manguez. Non, mais elle a répondu à cette question lors de l'émission qu'on a faite avec elle. Non, la population. Elle a dit, non, la population. La population, en tout cas, j'ai dit ici que nous avons posé la question à la population. Par rapport à Mouyej. Personnellement, par rapport à Mouyej, ils ont dit quoi? En tout cas, les gens, la population de Lualaba est d'accord avec ce que Fifi Masuka est en train de faire aujourd'hui, contrairement à ce que Mouyej faisait, parce que selon cette population, du temps de Mouyej, il y avait un gaspillage incroyable. On voyait des musiciens de Kinshasa déballer chaque week-end. Un peu comme les journalistes de Kinshasa qui Non, c'est pour la première fois que les journalistes de Kinshasa sont descendus à la Vous avez ouvert les musiciens de Kinshasa, chaque samedi, dimanche, étaient là-bas. Ils poussaient 50 000 $, 100 000 $. Et c'était incroyable, selon les témoignages de certains membres de la société civile. Merci. Et aussi de la population. Très bien, ça c'est le témoignage d'un confrère qui vient de séjourner dans cette partie du territoire national. On fait foi en ce qu'il dit, donc sans objection. De José Beledou, bonjour. Bonjour Serge et bonjour à Charlequin que je retrouve après plusieurs mois. Merci. Et c'est te voir, ce timbre m'avait tellement manqué sur le plateau. Oui, il parle avec beaucoup d'autorité. Oui, j'apprécie surtout quand il articule avec gestation et ça, c'est une touche particulière à... J'aimerais que nous puissions quand même revenir sur votre tweet d'hier. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à la RTNC contre les ministres ou pour les ministres, mais je pense que Mouyaya, qui est un ami, est un frère, ne peut pas quand même laisser passer des choses qui se font à la RTNC avec un grand frère, ami aussi, Blaise Bokokia, qui doit suspendre un confrère, Bobo Anna Mokovi, parce que Bobo Anna aurait critiqué les formateurs qui étaient venus de la France sur une formation à la RTNC. C'est des choses inacceptables qui peuvent aujourd'hui ternir l'image du ministre. Je veux bien, avant de répondre à votre question, que Charlequin qui vient d'un périple à Kolwezi fasse l'épopée de Fifi Masuka. Je veux bien, mais il ne faudrait pas apostropher
une profession, les musiciens qui y allaient sous mouillage régulièrement. Sinon, aujourd'hui, on le dira des journalistes qui y vont un peu régulièrement. Donc, il faudrait qu'on soit objectif, même si nous avons des critiques à émettre vis-à-vis de l'autre. Il est vrai aussi que dans le loi là-bas, il ne faudrait pas balayer d'un revers tout ce qu'a fait Mouillège. Moi, je ne suis pas défenseur de Mouillège. Moi, je sais, parce que... Les palais présidentiels, là, c'est Mouillège. J'ai fait plusieurs fois Kolwezi. Je fais plusieurs fois le loi là-bas, le grand loi là-bas. J'ai une idée de ce que c'est que la province du loi là-bas. Il y a eu plusieurs chantiers lancés. À l'époque, je me souviens, c'était d'ailleurs Massoufika qui était encore gouverneur, qui est encore gouverneur. Il y a des chantiers. Lorsque vous interrogez également la population, il y a des chantiers qui ont été lancés par Mouillège à l'époque, qui certains ont été, les travaux ont poursuivi sous l'actuel gouverneur, Aïe, et d'autres, il y a eu arrêt total des travaux. Et c'était l'inquiétude de la population. Et donc, si aujourd'hui quelque chose est en train d'être fait, il est vrai que sous Mouillège, le travaux aussi pour la construction de cette province s'est faisait. Ça, c'est une évidence. Très bien. Et il faudrait le rappeler. Mais seulement, il est aussi vrai que les critiques des uns et des autres tiennent par le simple fait que certains reprochent beaucoup plus à l'actuel gouverneur de faire l'apologie de sa personne ou de son ancienne famille politique que du président Tshisekedi. Et c'est un risque pour le président de la République à l'aube des élections. Très bien. C'était ça un peu l'inquiétude des uns et des autres. Elle a rectifié les lorsque par exemple, on a des personnes politiques, par exemple, les politiques, je fais beaucoup plus allusion aux politiques parce qu'on est journaliste, on ne va pas parler des confrères. Lorsque on traiterait avec des politiques qui sont hostiles à la politique de Tshisekedi, mais en réalité, on a besoin de ces gens pour communiquer, pour faire sa com. Je pense qu'il y a un problème. C'est tout le problème là-dessus. On veut bien qu'elle travaille pour la province, pour le développement de la province, mais c'est sous Tshisekedi, c'est la moindre des choses à faire. Faire l'apologie du président de la République, qui, sous son impulsion, les travaux est en train d'être faits, n'est pas aussi mauvais pour un gouverneur. On l'a fait sous Kabila, je crois que le faire sous Tshisekedi, ce n'est pas un péché. Très bien. Donc je pense que ma petite analyse et contribution à ce niveau-là. Merci beaucoup. Pour la RTNC, je n'aimerais pas, hier j'ai eu beaucoup de réactions. Quand j'ai tweeté, je suis tombé sur une correspondance des mandats, une lettre qui demande d'explication du confrère Bobo Mokonzi, que je salue d'ailleurs en passant. Alors moi, je n'ai que fait un travail, j'ai fait un travail de journaliste, j'ai vu la lettre, j'ai appelé les concernés, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, effectivement, j'ai eu à critiquer dans les réseaux sociaux, donc sur Twitter précisément, une manière de faire du ministre Mouyaya, s'agissant de la formation, d'ailleurs vous l'avez bien évoqué, oui, avec des experts internationaux, etc. J'ai mis un point de vue sur Twitter, et quelques mois après, voici, il y a une lettre du directeur des informations, mais suspendant. J'ai publié l'information, mais là, les questions sont arrivées juste après. Alors, je me pose des questions dans les cas d'espèce. Est-ce que c'est la pensée unique qui voudrait s'instaurer désormais à la télévision nationale? C'est vrai, les journalistes sont libres d'émettre des points de vue. Non, ils sont traumatisés, ils sont traumatisés. En dehors de la profession. Si hier, ce qu'on a reproché à d'autres ministres, on le voit avec un confrère journaliste devenu aujourd'hui ministre, c'est tout le problème. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec de l'acharnement, mais c'est tout le problème. Et puis, qui suspend dans le cas d'espèce? Lorsqu'un journaliste émet un point de vue extra-professionnel, en dehors de la profession, sur un Twitter, il émet un point de vue, mais on demande des explications. C'est lui qui demande des explications, c'est le directeur des informations. Et on le suspend de la présentation du journal. Et il me dit, ça il m'a dit lui-même, je peux citer la source, il m'a dit qu'on a interdit de présenter des journaux parce qu'il y aurait un litige au niveau de la commission de discipline de l'entreprise. Et donc, moi je m'interroge sur le forfait fait, les forfaits commis par ce journaliste. Est-ce que Mouyaya comprend son passage à la tête du ministère qui va laisser beaucoup de problèmes à la RTNC? Un jour il partira. Il peut bien rester là ministre pendant 10 ans. Mais un jour il partira. Qu'est-ce que les agents de la RTNC retiendront du ministre? Parce que ce qui fait Blaise Boko qui est là, ça va retomber sur Mouyaya. Malheureusement, lorsque nous émettons des critiques assez objectives, comme on les fait d'ailleurs ici, c'est mal pris pour un certain camp. Pourtant, ce sont des objectifs, des critiques qui permettent à ce que demain... Mais Jessica Lassene qui est là, il ne pas citer les noms. Moi, je n'aimerais pas citer le nom d'individus ici. Simplement, je disais, le ministre doit beaucoup plus être le ministre de la communication et médias que de la RTNC, que les ministres de la RTNC. Merci. Je le dis et je le répète souvent. Merci. Et le dire, certains me traitent de tous les noms, haineux, etc. Mais pourtant, il n'en est pas le cas. On voit beaucoup plus la présence du ministre à la télévision parce que cette lettre-là, moi j'estime que les directeurs des informations a exposé les ministres
Comment dans le contenu de la correspondance, vous dites clairement pour avoir critiqué une réforme du ministre initié à la RTNC et vous vous êtes désolidarisé je crois, c'est un appel à la démobilisation des agents. Je n'arrive pas à trouver la cohérence dans tout ça. Et donc, je ne sais pas, on veut beaucoup plaire au ministre et des fois on l'expose. Je ne pense pas que Mouyaya ait vraiment eu les velléités de suspendre un confrère, Bobo Mokondi. Parce que, pourquoi je cite le nom de Bobo Mokondi et je rappelle qu'il est le fils de Koukoumame Nipanzu, son père qui vient de nous quitter il y a, je crois, 8 mois. Il était directeur là où Mokondi, vous savez les conditions dans lesquelles il a été suspendu, nous l'avons dit. Il a été suspendu, il a introduit plusieurs recours pour savoir le mobile, qu'est-ce qui a fondé sa suspension. Et jusqu'à ce qu'il en est mort. Il en est mort. Aujourd'hui, mais son fils. Ce n'est plus le père, c'est le fils. Et donc, j'estimais qu'à un moment donné, il y a un acharnement là-dessus. Si la suspension ou bien la demande d'explication a été fondée, je crois qu'on n'aurait pas eu à en parler sur les médias, mais si on en parle justement parce que demain, il y en a peut-être d'autres journalistes qui sont dans les mêmes cas que Bobo, et qui auront peur de parler, de critiquer, même objectivement, le ministre Mouyaya par le simple fait qu'ils ont peur d'avoir des interdictions ou bien des suspensions dans les Très bien, vous gardez le micro. Monsieur le ministre, il faut baisser la tension, il faut désarmer un peu. Il y a trop de frustration à la RTNC, il y a la tension sur vous. Nous qui parlons avec vous, nous qui parlons avec vos collaborateurs, en tout cas, et nous sommes parfois aussi en difficulté d'expliquer à ces confrères que parfois vous n'en êtes pour rien, mais peut-être qu'il y a des aînés qui sont autour de vous. Excusez-moi, Blaise Boko, c'est vraiment un aîné dans la profession, à qui j'ai beaucoup de respect, mais en tout cas, ne faites pas ça parce que vous pensez qu'il faut plaire au ministre. Ce n'est pas bien. Moi-même, je suis directeur des infos à CCTV. Je ne me comporte pas comme ça vis-à-vis de mes collaborateurs. Parfois, moi-même, on me critique. Il faut comprendre ça, cela. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui. C'est d'ailleurs une chanson polémique composée et chantée en 1972, je crois, par Georges Kiamangwana Bateta, alias Verkis. Oui. Et cette chanson, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, Serge Kabongo, j'apprécie votre background, surtout quand vous présentez des émissions. Vous prenez le soin de creuser. Ça l'a créé des ennuis. Ce monsieur à l'époque, lorsqu'il s'interrogeait, par exemple, ce qu'il dit en français, c'est que on nous a présenté les anges comme des blancs, Jésus-Christ un blanc, et tous les saints catholiques des blancs, mais lorsqu'on veut parler de Satan, c'est la représentation d'un homme noir. Et donc c'est discriminatoire, à la fois ça interpelle. Lorsqu'il dit par exemple, on nous dit de ne pas adorer nos statuettes, de ne pas adorer ce que nous considérons comme étant des valeurs traditionnelles, etc. Mais lorsque vous allez à l'église catholique, par exemple, on vous présente la croix de Jésus, on vous présente des statuettes de Marie, on vous présente des chapelets, etc. Et il s'interroge, et ça, quel côté? Il semble que le Vatican a été livré. Il a même été livré au diable à l'époque, je me souviens. Et je crois qu'il n'a fait que son travail d'artiste. Moi, je suis un artiste. Je fais le théâtre chez Marabout Théâtre. Je salue d'ailleurs les professeurs Nzeivan Moussala. Le théâtre dont je fais, ce n'est pas les mabokés, c'est l'acteur face au public. Et donc, l'artiste, c'est celui qui navigue de fois à contre-courant de la société. Il vous dit des choses à ses risques et périls. Et malheureusement, il a été livré au diable par l'église catholique et excommunié. Donc c'était un artiste. Je n'aimerais pas faire son épopée ici, sur le plateau de télévision. Mais certes, puisque un individu, lorsqu'il meurt, je termine par là au Congo, lorsqu'un individu meurt, on parle beaucoup plus de son côté positif, mais un côté négatif aussi, vous l'avez dit. Certains musiciens l'ont surnommé Oizola, etc. On aurait même appris qu'un musicien a dit dans son testament que le jour où je mourrai, que Verkis ne vienne pas, par le simple fait qu'il s'est fait beaucoup d'argent derrière les dos des artistes et musiciens, et beaucoup d'ailleurs sont morts sans pour autant se retrouver, alors qu'il avec son label VV Center, il prestait régulièrement. Et donc c'était comme ça la vie. Lui-même il a décrit, j'ai publié une vidéo ce matin lors d'une interview, je crois, à une télévision américaine. Voici ce qu'il dit. Quand on lui pose la question sur justement sa fortune, comment est-ce que les musiciens se plaignaient en son nom. À l'époque, il avait gagné beaucoup d'argent. Voilà, oui, justement. On suit un immeuble comme on lui pose la question chez les journalistes américains, mais comment faites-vous? Les musiciens se plaignent, etc. Vous avez beaucoup d'argent, vous produisez des musiciens, mais ils ne se retrouvent pas. Et vous savez, à l'époque, il y avait des musiciens qui jouaient le samedi et ils allaient dormir dans des terrasses. Ils allaient dormir à Matongue, etc. Mais des grands musiciens dont les œuvres étaient jouées à travers le monde. Voici sa réponse. Pour moi, la musique est considérée comme de la mafia.
il faut être puissant, alors très puissant, pour écraser les autres, s'imposer et vivre de la musique. Et c'est comme ça, c'était pour lui un Pablo Escobar de la musique congolaise, parce qu'il devait s'y retrouver. C'est lui-même qui l'a dit. Est-ce que vous trouvez des mots comme ça? Mais justement, c'est ce qu'il a dit. C'est une interview que j'ai partagée. C'est un grand mousquetaire. Il a compris qu'il fallait imposer son hégémonie en écrasant les autres, en exploitant les artistes. Et donc, c'est ce qu'il a réussi à le faire. Il a imposé sa marque, le Pablo Escobar, comme il s'est considéré. Et malheureusement, il est parti 5 mois après son mariage. Je ne sais pas si c'est marié avec la communauté des biens ou séparation, mais l'heureuse dans toute cette histoire, c'est son épouse, sa veuve, qui est partie 5 mois après le mariage. L'homme est décédé et les immeubles sont là. Je pense que ça sera quand même un héritage important. Beledou Doujezi, merci à vous pour ces commentaires critiques historiques, hein, comme Wawa nous avait dit à l'école. Exactement. Hein. Très bien. Allez, Charles-Ken Kankou, la dernière ou les dernières images que j'ai de ce grand baoba de la musique. D'ailleurs, d'abord homme d'affaires aussi, hein, à un moment. Ces mariages un peu, comme Beledou le disait, ont un peu contesté. Vous avez vu comment sa famille, ses enfants avaient contesté ses mariages. Il s'est marié vraiment dans un état où il n'avait plus toutes ses capacités physiques, intellectuelles et bien que aussi morales. Hein. Bon, merci beaucoup pour cette question sur la mort de ces grands monuments de la musique congolaise. Mais permettez-moi de prendre 15 secondes pour dire que les journalistes, je le disais ici, c'est pour la première fois qu'ils descendent. Une délégation de journalistes congolais de Kinshasa, c'est pour la première fois qu'ils sont descendus du Haut-Katanga à Lualaba. C'est pour la première fois. Alors, lorsque Beledou parle des journalistes qui vont régulièrement, je ne sais pas ce qu'il veut dire par la main. En tout cas, c'est pour la première fois que l'on a vu ça. Et aussi, Beledou dit ici que Madame Fifi Masuka fait l'apologie de sa propre personne, un nom du chef de l'État, ce qui est totalement faux, selon les enquêtes, parce que cette question-là était au centre de nos préoccupations. Moi, lorsque je suis arrivé à Koloji, j'ai trouvé les effigies de Tshisekedi partout avec Madame Fifi Masuka. Et vous allez vous rappeler qu'à l'époque du temps de Mouyège, l'effigie de Tshisekedi a été brûlée à Koloji. Ça a été brûlé. Mais aujourd'hui, vous avez des ponts débaptisés Fatih Béton. Et à un moment donné, je me disais que c'était un peu de la basse flatterie, parce que j'entendais souvent cette femme-là parler du président Tshisekedi. Et il suffit de creuser là-dessus pour comprendre pourquoi il peut tant parler de Tshisekedi. Vous allez voir que d'abord, c'est une femme qui a été maltraitée, malmenée du temps de Mouyège. Alors, maltraitée, malmenée, elle était écartée de toute décision qui se prenait au niveau de la province. Si elle a eu la vie sauve, c'est aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, depuis qu'elle était invitée aux concertations nationales. Et elle est, moi j'ai posé la question à la population, on l'appelle Fifi Béton. Allez, aujourd'hui, Tshisekedi peut espérer avoir des voix au Lualaba, c'est grâce à cette femme-là qui appartient à une communauté majoritaire à Kolosi. Charles Kankou, hommage à Verkis Kamangana. Hommage à Verkis Kamangana. Merci beaucoup. Et Beledou me disait ici, avant l'émission, qu'il était aussi Beledou Masuka. C'est une blague entre nous. Mais sinon, moi, je reste Kankoum. Oui. Charles. Nous, on ne l'a pas vraiment connu, hein, le vieux Verkis Kamangana. C'est des témoignages comme journaliste. On a recherché les infos un peu brudes pour en parler de lui. Mais on dit, je suis d'accord avec vous, je parlais avec le vieux Bélard Moui ce matin, c'est lui qui m'a donné certaines informations. On dit de ce vieux-là qu'il tenait des musiciens comme des esclaves. Il a été à la base de la dislocation de plusieurs orchestres, Zaïko, mais aussi lui avec Luambo et Tabou. Vous savez, moi j'ai une éducation. Et cette éducation-là ne me permet pas surtout de parler du mal de quelqu'un qui vient à peine de décéder pour le couvrir de l'opprobre. Ça me gêne un petit peu. Je pense que peut-être plus tard on pourrait creuser sur les côtés faibles de ces grands hommes de la culture dans notre pays. Mais je dois aussi, je peux dire que généralement les leaders des orchestres dans notre pays ont toujours
maltraiter leurs musiciens. Parce que la musique dans notre pays, rares sont ces gens-là qui se sont fait véritablement de l'argent avec la musique grâce à la vente de leurs albums. Parce que la piraterie a toujours battu le plein dans notre pays. Et les musiciens se retrouvent autrement avec les mabanga. Et voilà pourquoi si nous connaissons quelques petits soucis avec notre musique, à cause de ces mabanga-là, les mabangas qui sont devenus une véritable source de financement des orchestres. Donc, lorsque les musiciens se retrouvent dans un orchestre où il y a un leader, ils doivent faire un effort d'asseoir ces relations avec des mécènes qui peuvent à chaque fois lui venir en aide et non attendre du président de l'orchestre des moyens. Donc, les Papa Wemba, les Kofi Olomide, tous ces musiciens-là, je ne vois pas aujourd'hui un musicien, en tout cas dans ce pays, qui a pu subvenir véritablement aux besoins de ces musiciens. Merci. Grâce soit au salaire qu'ils donnent. En tout cas, ça n'existe pas. Merci. Mais sinon, ce sont des mabangas, ce sont des chansons, des dédicaces, des chansons composées à l'honneur de tel ou tel autre politicien ou homme d'affaires. Et c'est ça ce qui fait à ce que les musiciens puissent avoir l'argent. Donc, je ne voulais pas aujourd'hui revenir sur les côtés, les faiblesses de Verkis Kamongana, mais je dois, parce que Beledou l'a abordé, placer un petit mot par rapport à cette chanson-là. Ayo Nakomitu Naka, c'est un véritable questionnement parce que il n'a pas été la première personne à se poser ce type de questions. Nous, à un moment donné, à un certain âge, on se disait, mais finalement, les Noirs sont venus d'où? Même si nous savons cette histoire qui a été fabriquée pour des raisons raciologiques, de dire que les Noirs viennent de l'un des fils de Noé, les fils que Noé avait maudits, et c'est à partir de cela que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes sous la malédiction, sous la misère, la pauvreté, à cause de cette malédiction-là. Même si c'est une... On va parler politique. On va parler politique. Nous savons que l'histoire l'a démontré aujourd'hui suffisamment que c'est les Noirs qui sont à la base de toute cette civilisation que nous voyons aujourd'hui à travers l'Égypte pharaonique. Merci Charles. Donc ça a commencé au Soudan et la civilisation, la science est partie de l'Égypte pour avoir un essaimage dans l'Asie, en Europe. Et Cheikh Anta Diop l'a démontré que le premier homme qui a habité l'Europe, l'homme des chancelades, c'était un noir. Merci. Il était arrivé. On peut se limiter là, parce que vous risquez de faire l'histoire de Cheikh Anta Diop et l'histoire de l'humanité. C'est bien dommage. L'histoire aussi, il faut le retenir, c'est très important pour vous, parce qu'on attribue la paternité de la chanson Nakomitu Naka à Verkis Kamongana. Faux et archi faux. Retenez ça et faites des enquêtes. On va vous dire que les vrais compositeurs de cette chanson, c'est bien Pépé Kalé Nyapaya. Pépé Kalé a composé la chanson, mais comme à l'époque Pépé Kalé avait peur d'exécuter la chanson, il a fui pour aller en Europe, et c'est par après que Verkis a interprété la chanson. Et quand Verkis a eu des problèmes, Pépé Kalé n'a pas voulu demander des comptes à Verkis. Ça, c'est l'histoire aussi, comme le disait. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça, je vous ai dit. Allez, c'est ça l'histoire. J'apprécie parce que vous fouillez, mais j'aimerais rejoindre mon ami. Il est vrai qu'autour de ce débat, il faut aller plus loin, Serge. L'enseignement qu'on donne à nos enfants actuellement. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on dise à mon fils, c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Où se trouvaient nos ancêtres à l'époque. Quelqu'un qui a parcouru des milliers de kilomètres, qui a trouvé une civilisation, qui a trouvé des royaumes, qui a trouvé des gens et qui prétend avoir découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ça, ce sont des choses à revoir, et je crois qu'il faut aller au-delà. Comme disait, je crois, Wole Soyika, tant que le lion n'écrira pas sa propre histoire, l'histoire de la jungle sera écrite par les chasseurs. Allez, vous gardez les micros. Vraiment il y a un grand thème. Merci beaucoup à la réalisation pour ces belles images de ce Verkis Kamongana, l'homme qui a vécu. L'artiste ne meurt jamais. Il est avec nous au travers de ses œuvres. De Jésus Beledou, on vient en politique pour parler de ces sordides projets. Je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi.
inscrit au point 16 du calendrier. On en parlait de moins en moins, mais de plus en plus se prépare, ces projets venant du gouvernement. On parle d'un projet portant amnistie pour des faits de guerre, des faits infractions, donc des faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. En tout cas, ça sera débattu à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à vous, ni à moi, ni à nous tous sur le plateau dont on a jugé l'opportunité. L'opportunité, c'est au gouvernement. Mais comme journaliste, vous pensez que qui devrait en bénéficier aujourd'hui? Oui, je me suis un peu renseigné lorsque j'ai vu dans le média, j'ai vu que c'était repris dans le calendrier actuel. Et pour certains députés, bien évidemment, c'est un projet qui revient à chaque rentrée parlementaire. Et ça date depuis le début de la législature. Ça, ce sont des députés, plusieurs députés avec qui j'ai pris langue ce matin. Ils m'ont dit que cela revient un peu régulièrement. Mais écoutez, comment ça se fait? Lors de la conférence des présidents, il y a un bureau d'études. On juge de l'opportunité, de la recevabilité ou pas d'un projet de loi ou d'une proposition. Et dès que cela obéit au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aux mœurs des lois, etc., on l'envoie au bureau. Il revient au bureau et à la plénière d'en juger l'opportunité de l'aligner au débat ou pas. Et c'est pareil pour ce qui se passe aujourd'hui avec les points 16, je crois. Point 16, oui. Les points 16 de ce projet de loi. Il n'y a pas beaucoup plus à craindre, à en croire certains députés, pour la plupart que j'ai contacté, 2 ou 3 députés. Ils disent, c'est un peu comme le projet de loi sur la dépénalisation des délits de presse. Ça date d'il y a 2 législatures, je crois, oui. Mais cela revient un peu régulièrement. Mais pourquoi les bureaux n'alignent pas? Non, la question c'est que pourquoi ça irrite tant? Quelle question? La question de ce projet dans le contexte actuel. Mais justement, pourquoi ça irrite? C'est ce que je dis. Dans les calendriers, si vous regardez, il y a certains projets de loi qui sont repris. Je faisais allusion ici au projet de loi portant dépénalisation des délits de presse, oui, initié par, je crois, les ministres, l'ancien sénateur Moutinga et actuel ministre. Libre accès à cela n'a jamais été aligné parce que pour des raisons politiques, on estime qu'on donnerait la liberté aux journalistes et ça risque d'être traduit en libertinage. Oui. Et c'est pareil pour le projet sur l'amnistie. Et là, j'aimerais d'abord poser les bases pour répondre à votre question. Et donc, ce n'est pas que les momentos arrivés que cela a été aligné. Mais certains, on ne peut pas empêcher aux journalistes, on ne peut pas empêcher aux analystes politiques, on ne peut pas empêcher à l'opinion et aux élites de réfléchir sur l'opportunité d'aligner un projet de loi d'amnistie actuellement, parce qu'on sait que ce sont malheureusement les projets, de tels projets de loi, une fois à l'Assemblée nationale, une fois votés, qui vont ramener des personnalités loufoques, nébuleuses, au niveau des institutions de la République, notamment en politique, notamment dans l'armée. Et dans l'armée, surtout, ce qui est à craindre actuellement, c'est avec la prise de Bunagana par les M23, les contextes actuels et la reprise dans le calendrier de ce projet d'amnistie à ce moment ici, cela fait craindre. Parce que, rappelez-vous que le M23 a des revendications. Mais quelles sont les revendications du M23? Entre autres, il y a l'amnistie. Ils veulent intégrer l'armée. Mais par quel mécanisme? Reconnaissance des grades. Par quel mécanisme les laisseront-ils? Parce que ce sont des criminels. C'est une force entre guillemets terroriste. C'est une force terroriste déclarée par le gouvernement congolais. Bien que Kamer, des fois, il ne sait pas ban et demande un dialogue franc. On s'est interrogé sur la franchise dont il parle. Puisque une force dont on a déclaré force négative terroriste. Comme M. Bab. Vous dites non, maintenant nous voulons avoir un discours franc. Un discours franc, je ne sais pas si plusieurs rencontres au niveau international comme interne n'ont pas été francs, et franches plutôt, et c'est Kamel qui va crédibiliser ou rendre franc ce énième discours, dialogue. Et donc, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que le prétexte n'est pas bon pour le moment, parce que ça rencontre les revendications du M23. Ils veulent se muer en parti politique, ils veulent voir les péchés qu'ils ont commis, les crimes, etc., être absous à travers l'amnistie. Et justement, on s'interroge sur la pression. Alors, lorsqu'on fait la corrélation, je vais terminer peut-être par là, oui. Lorsqu'on fait la corrélation, il y a d'un côté les revendications du M23, d'abord en Nairobi, ensuite en Angola. Il y a au niveau interne
les M23 qui veulent intégrer l'armée, les institutions. Il y a d'un côté Vital Kamerhe qui s'est fait passer pour les médiateurs dans un dialogue franc, entre guillemets. Et l'Assemblée nationale, il y a ce projet de loi en gestation, bien qu'on dit que c'est aligné, mais bon, il revient au bureau. On fait des mariages de fait. Lorsque nous faisons le puzzle, nous rassemblons le tout. En tout cas, les analystes politiques que nous sommes, nous avons intérêt à craindre justement sur ce projet de loi d'amnistie actuellement. Parce que nous pensons, moi personnellement... Ce ne sont pas des vieilles recettes. Kabila a fait ça à chaque législature. Justement. Mais ça produit quel effet? Justement, c'est-à-dire, on nous parle de plus en plus d'un dialogue et on voit qu'on y travaille. On a l'impression qu'on y travaille. Le dialogue au-dessus qui plane, mais en surface, il y a les fils qui se resserrent petit à petit pour nous amener soit à un dialogue, soit à une amnistie, alors que nous savons très bien que pour le moment, cela ne profiterait pas aux Congolais. Cela va renforcer de l'infiltration dont on a toujours dénoncé dans les médias. Et malheureusement, si ça passe par l'Assemblée nationale, ça sera, pour moi en tout cas, un acte de haute trahison. J'aimerais nous rassurer qu'il y a quand même une résolution prise à l'Assemblée nationale pour interdire, bon, la résolution dit on ne peut plus amnistier des gens qui ont pris des armes contre la mère patrie. Sur cette question, je pense que Bélédou peut s'apaiser. Hein. Bon, moi je n'ai pas voulu aborder cette question, Serge Kabongo, parce que je voulais d'abord rassembler les éléments, étant donné que il y a des questions sur lesquelles les Congolais, les patriotes que nous sommes, ne sont pas d'accord. Nous ne pouvons pas blaguer avec la République. Comme ça, on ne peut pas. On ne peut pas continuer à blaguer avec la République de cette manière-là. Mais chaque fois lorsqu'on parle d'une loi, et je ne sais pas si un projet de loi ou une proposition de loi. Un projet. C'est un projet de loi, donc ça vient du gouvernement. Oui. Pour parler de l'amnistie, il faille d'abord, au préalable, qu'il y ait eu dialogue avec des gens qui ont été, qui sont reprochés d'avoir commis des faits infractionnels tels que vous l'avez dit autrefois dans la formulation de ces projets de loi. Et à l'issue du dialogue, en ce moment-là, sur base des revendications des gens qui étaient coupables de tel ou tel autre fait infractionnel, se sentant coupables, ils peuvent demander pour qu'il soit sécurisé au gouvernement d'initier un tel projet de loi. Mais aujourd'hui, dans les contextes actuels, qui sont ceux qui ont pris les armes? Qui sont ceux qui ont pris les armes? Parce que, regardez l'intitulé, bon, tout est modifiable. Regardez l'intitulé du projet de loi. Projet portant amnistie pour des faits insurrectionnels. Aujourd'hui, qui ont commis l'insurrection? C'est les M23 ou qui? Je ne sais pas. Fait de guerre. Qui mène la guerre contre le pays? Bon, il y a aussi des groupes armés locaux. Et infraction politique. Il y a aussi des infractions politiques. Qui? Kabound? Je ne sais pas. Donc, c'est ça les questions. Est-ce que le gouvernement a déclaré qu'il ne pouvait jamais engager un dialogue avec un groupe terroriste, les M23? Ça a été dit clairement. Pas question de dialoguer avec les M23 parce que fichier mouvement terroriste. Aujourd'hui, on parle de qui? Qui sont les bénéficiaires? Qui seront les bénéficiaires de ces projets de loi ou de cette loi ici, une fois votée à l'Assemblée nationale? Qui sont ces gens-là? Voilà pourquoi vous avez rassemblé les éléments pour revenir à la Alors, c'est ainsi que moi, j'ai voulu me réserver pour avoir un certain nombre d'éléments, mais je sais que sur les crimes imprescriptibles, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes de violences sexuelles et tout ça, ce n'est pas et ça ne peut pas faire l'objet d'une loi quelconque d'amnistie. Ça doit être au moins clair. Et aussi, un groupe terroriste comme les M23 ne peut pas bénéficier. Non, on n'a pas dit que ça concerne les M23. Non, on n'a pas dit que ça commence. Je n'ai pas dit que vous avez dit, moi je suis en train d'analyser. Ah, ok, merci. Je n'ai pas dit que c'est toi qui parles de ça. Merci. Donc, voilà pourquoi il y a un peu d'inquiétude. Attendons voir ce qui va se passer
Est-ce que c'est pour les Codeco? Est-ce que c'est pour les Maïma Niatura? Ouais. Est-ce que c'est pour tous ces autres Congolais traîtres qui, jour et nuit, s'allient aux ADF pour égorger, tuer leurs propres frères? Est-ce que ce genre, cette racaille-là, permettez-moi l'expression, peut bénéficier de cette loi? Attendons voir. Merci beaucoup. Charles Kankou et Dou Jésus Bélédou analyse pour nous ce point saillant d'actualité. On va terminer en 2 minutes sur la cérémonie, on appelle ça les langages militaires, prise d'armes hier au siège de l'état-major général. Christian Chiwewe qui prend ses fonctions. D'abord, le discours de son prédécesseur, Mbala Moussese, général d'armée, qui enjoint tous les hommes de troupes de pouvoir obéir au nouveau chef MJ. Ensuite, c'est le ministre de la Défense qui prend la parole pour lire l'ordonnance, nommant Christian Chiwewe. Et enfin, c'était la symbolique avant les pas cadencés, les défilés Léon d'honneur. Bon, il arrive à la tête des FARDC dans un contexte difficile où notre parti, une partie de la République est occupée par les Rwandais et les Ougandais. Il faut insister là-dessus. Comment va-t-il s'y prendre? C'est vraiment une question à laquelle les chefs d'état-major doivent répondre. Parce qu'aujourd'hui, depuis le 3 octobre, déjà, il ne réfléchit qu'à ça. Oui, à plus de 3 mois de l'occupation de cette partie de la République par l'Ouganda et le Rwanda, on va à Kwamut, il y a cette main noire-là qui est en train de saccager la population, d'égorger, de tuer. Et on parle de l'Équateur, on parle des Rwandais qui seraient déjà les Brazzaville, en face de nous pour, soi-disant, faire l'agriculture. Ils quittent les Rwandais là-bas pour venir acheter des terres au Congo-Brazzaville pour faire l'agriculture. Ils sont en République centrafricaine, déjà, on parle même qu'ils seraient déjà à Libengé, selon les communiqués que nous avons suivis. Attention, vous citez Libengé, c'est mon territoire, c'est le territoire de mon attention. Maintenant là, attendons voir ce que Christian Chiwewe va faire, mais je pense que il y a des sérieux problèmes au sein de la magie. Moi, je pose une question simple. Est-ce que l'avènement de Chiwewe et l'ensemble de son équipe, c'est la requalification de notre système sécuritaire? Nous savons maintenant que c'est un problème lié à nos voisins, c'est un problème lié à nos frontières, et il faut requalifier notre système sécuritaire par rapport aux urgences d'aujourd'hui. Nous avons et c'est Chiwewe qui répond au profil aujourd'hui. Nous avons des problèmes majeurs, des maux qui rongent l'armée depuis des années dans notre pays. Il faut en parler en voix basse. Il faut en parler en voix basse. Oui. L'autre fois ici, des généraux affairistes, des généraux qui construisent des immeubles ici, alors que lorsque vous regardez leurs soldes, ça ne peut pas permettre à un général de construire un immeuble de 4, 5, 6 niveaux. Mais c'est ce que l'on voit dans notre pays, des généraux qui créent des sociétés d'exploitation des bois, des minerais, ainsi de suite, qui sont dans beaucoup de choses, les commerces des bateaux, que l'on lance à longueur de journée par des musiciens. Ils sont devenus des mécènes qui donnent beaucoup d'argent aux musiciens pour qu'ils deviennent célèbres, des généraux ou bien des officiers qui n'ont des célébrités que dans la bouche des musiciens, mais qui n'ont pas des hauts faits d'armes et des batailles gagnées. On a comme ça des officiers qui d'autres coalisent avec les ennemis de la République pour nous déstabiliser. C'est beaucoup de problèmes. Les cas d'infiltration au sein de l'armée, des corruptions, des généraux qui continuent à percevoir l'argent des militaires invalides, d'autres des morts, et les familles des militaires morts sur les champs d'honneur ne touchent absolument rien. Ce sont ces généraux qui continuent à toucher à leurs soldes. Alors, ce sont autant de problèmes. Merci. Alors, pour donner une thérapeutique des chocs au sein de l'armée, nous attendons voir à l'œuvre
le général Chiwewe, pour qu'il puisse impulser un vent nouveau afin que nous ne puissions pas assister à tout ce que l'on a connu depuis des années dans notre armée. De José Beledou, je sais que c'est un homme, il ne fera pas de la magie. C'est comme quelqu'un disait, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Faites-moi de la bonne politique, je vous mènerai la bonne guerre. C'est pas un Chiwewe qui va prendre les couteaux de ses enfants à la maison pour aller égorger les M23. Il faut lui donner des moyens. Moi, je n'aime pas ce langage. Oui. C'est malheureusement dans l'ADN des Congolais. On se rejette la faute, personne n'a tort, personne ne s'assume. Il est chef d'état-major général, il doit s'assumer comme tel. Il a une mission. C'est à lui. Si on a dit Dembala qu'il était informaticien, qu'il était un général bureaucrate, mais voilà, justement, on a un fantassin, on a un commando, on a quelqu'un qui a fait l'école de guerre. On l'a dans ce contexte-là. Antiterroriste aussi. On l'a, quelqu'un qui est dans la pratique également. Et donc, nous espérons de lui d'abord la question du M23, la question des Bunagana, la question du Rwanda. Nous attendons. Mais il est là pour ça. Et d'ailleurs, j'ai aimé. Il a défait le Bakataka. J'ai aimé. On l'a rappelé, Mbala l'a rappelé, quand il faisait l'état des lieux de la sécurité dans son discours. Il a commencé par là. Bunagana, c'est la mission pour laquelle M. Chiwewe, chef d'état-major général. Chaude patate, hein. Mais justement, sinon, s'il n'était pas compétent, il ne l'aurait pas accepté. Et donc, nous pensons qu'il a le profil, et nous espérons que. Parce que, Serge, il faut le rappeler, aujourd'hui, la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays est précaire. On nous parle d'une main noire. J'ai vu cette main noire là sur Facebook. Une main très noire. La main noire des... Personne ne voulait ça. Rita Bola nous parle de main noire et il apostrophe les Rwandais qui sont les Boviers qui sont arrivés, je crois, sous Kabila. Mais elle-même, sa main, elle est blanche quand vous regardez la donc voilà. Et puis, donc, sur le plan interne, je n'aimerais pas revenir sur tout ce qu'a dit, que je partage d'ailleurs Charles Quint, quand il parle de l'insécurité, des velléités, etc., le Rwandais là-bas de gauche à droite, je n'aimerais pas revenir sur ça. Mais sur le plan interne, c'est vrai qu'il est aussi au-delà de tout. Mais à Kinshasa, il règne une insécurité, oh mon Dieu, vous n'avez pas idée, Serge Kabongo. À Kinshasa, actuellement, il règne, vous vous retrouvez à Gombe, à 17h. Vous vous retrouvez sur l'avenue, soit des aviateurs ou derrière l'ambassade des États-Unis. Même justice, vous êtes en insécurité. Oui. Et maintenant, imaginez-vous, vous êtes en garde à 23h, à 22h. C'est gravissime. Merci. Et donc, Serge, je crois que le contexte dans lequel le général a pris les fonctions, c'est un contexte particulier et il est appelé à résoudre ce problème-là. Ils ont utilisé toutes les recettes. Merci. Et seulement, je vais chuter par dire, nous sommes un peuple atypique. Les Congolais sont un peuple atypique. Nous sommes dans un contexte d'occupation de guerre. Mais vous verrez les gens passer dans des plateaux de télévision, tirer sur les chefs d'état-major général récemment nommés. Politiques, journalistes, avancer de leur côté, etc. Et ça le réjouit. Mais ceux qu'on tue, les Congolais qu'on tue, qu'on décapite, ce sont des compatriotes. L'armée est apolitique. Faut-il rappeler aux Congolais que l'armée est même les députés, moi j'ai vu ces députés. Même les députés. Hier à l'Assemblée, c'est livré à quelle inconscience, Serge Kabongo. Nous sommes allés à une conférence en Tanzanie, avec la SADC. Je parlais avec des confrères, journalistes de 10 pays africains. Quand je prends la parole, je m'exprime sur la situation de la RDC, sur la question qui était débattue. Je reviens, certains me voient en aparté, ils disent, mais les Congolais, vous êtes brillants. Partout où vous passez, vous vous démarquez des autres. Mais pourquoi vous êtes un peuple aussi inconscient? Divisé. Vous vous trahissez entre vous, divisé. Même sur des questions qui relèvent de la souveraineté nationale, vous allez voir des gens divisés, députés, etc. L'armée est apolitique. Nous sommes journalistes, il faut le rappeler. Il faut que le Congolais soit conscient. Cette conscience patriotique-là, chacun de nous doit l'avoir, accompagner cette armée-là pour que justement la sécurité règne dans notre pays. J'aimerais rappeler aussi en définitive quelque chose de la part du général qui vient d'être promu, Christian Chiwewe, c'est qu'il bénéficie quand même de certaines circonstances positives, pour ne pas dire atténuantes. Il a la confiance des hommes de troupes, on a vu ça les jours de sa nomination, qu'il y ait des ovations dans les camps des militaires. Même quand vous interrogez l'opinion publique congolaise, la population est d'accord avec lui. Et la troisième chose, le troisième élément, c'est qu'il a la confiance du chef.
Donc, c'est des 3 éléments, des 3 agrégats sur lesquels il peut... il va faire ses preuves maintenant. Voilà. Donc, il y a des éléments... que quand Goma a été pris, c'était la garde républicaine qui avait aidé à récupérer Goma. Donc, nous pensons que puisqu'ils viennent de là, ils vont utiliser la même recette pour que Bounagana soit récupéré. C'est pas le Messie, mais il peut être un libérateur pour nous. Merci à vous, madame, monsieur, parce que vous nous avez subi, je le dis toujours, hein, pas en péjoratif, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Au nom de tous les journalistes, j'aimerais dire merci à Charles Quint, merci à Abdou Jésus Bélédou, aussi à toute l'équipe technique, la réalisation et l'ensemble de la direction des informations qui coordonne pour nous ce magazine. Il est terminé pour aujourd'hui. Le point sur l'actualité, c'est à 13h, heure de Libingue, 14h, heure de Bunagana. Au revoir et très bon début de week-end.